Merci beaucoup. Merci à vous toutes et à vous tous d'être présents aujourd'hui. Merci aux organisateurs, aux organisatrices de ce bel événement qui est très inspirant. Donc, je suis Héloïse Onumba-Bessonnet, je suis victimologue spécialisée sur la question des violences sexuelles en temps de conflit armé, et notamment en République démocratique du Congo. Mais je suis également directrice de l'OBA, dont je vais vous parler un peu plus aujourd'hui, et j'anime également des ateliers de danse comme thérapie toutes les semaines auprès des femmes victimes de violences. Ce que je vous propose aujourd'hui avec cette présentation, c'est vraiment de se concentrer sur la santé mentale des femmes noires victimes de violences sexuelles. Donc, par le biais de la construction et de l'évaluation d'un dispositif de danse comme thérapie en co-animation. Donc, pour vous parler un peu, pour vous contextualiser, vous parler un peu de mon organisation. Donc, cette organisation s'appelle l'OBA. L'OBA, ça veut dire exprime-toi en lingala, c'est une langue parlée notamment en République démocratique du Congo. Cette association, elle a été créée en 2008 par deux hommes qui sont tous les deux noirs, franco-camerounais et franco-congolais. L'idée, c'est de mettre l'art au service de la cité au sens large du terme. Et vraiment, nos enjeux, c'est comment engager les citoyens et les citoyennes au travers de l'art. Donc, nous sommes basés à Paris, en France. Donc, ça me fait d'autant plus plaisir de découvrir le Canada au travers de ce colloque. On a créé et développé la thérapie recréation qui allie le corps et l'esprit, dont je vais vous parler un peu plus aujourd'hui, à destination des femmes principalement noires victimes de violences et notamment sexuelles. Et on finance également une recherche-action qui s'appelle Va danser. Donc, c'est validation d'un dispositif de danse comme thérapie en co-animation. Cette recherche, elle a débuté en septembre 2021 et elle se clôture, si tout se passe bien, le 2 décembre avec la soutenance de thèse. Donc, on est en partenariat avec trois universités sur cette recherche, avec l'Université de Lorraine, l'Université de Bourgogne-Franche-Comté et l'Université de Roehampton à Londres. Donc, ça fait 6-7 ans qu'on se pose cette question. La question, elle est simple, c'est comment proposer un dispositif thérapeutique adapté aux femmes noires qui sont victimes de violences sexuelles, prenant en compte les impacts de celles-ci sur leur corps et sur leurs esprits. Pour cela, ce dont je vais vous parler un peu plus aujourd'hui, c'est vraiment notre expertise de terrain, ce qu'on fait tous les jours. Donc, je vous ai dit, l'association Loba, elle a été créée en 2008 et on a eu une rencontre inspirante et marquante, c'est celle de 2016. Donc, à Paris, l'un de nos cofondateurs a rencontré le docteur Denis Mukwege, je pense que vous le connaissez. Il est donc gynécologue, obstétricien, congolais, prix Nobel de la paix depuis 2018 et il a également fondé l'hôpital de Panzi à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, lors de cette conférence, que fait énormément le docteur dans le monde, il parle de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, de comment finalement le corps des femmes congolaises est utilisé à des fins d'extraction des minerais. Et donc, ce qu'il, lui, il a pu constater sur le terrain, c'est que finalement, les femmes congolaises victimes du viol comme arme de guerre avaient du mal à aller voir des professionnels, donc des psychologues, des psychiatres, et notamment en face à face. Donc, il y avait plusieurs raisons à ça. La première raison, c'était notamment la question raciale. La deuxième raison, il y avait des enjeux parfois de méconnaissance des professions et d'incompréhension parfois des attentes des professionnels. Et la troisième raison, c'était dans une société congolaise où finalement la communauté est au cœur de cette organisation. Comment raconter son intime et notamment les questions du viol en face à face avec une personne qu'on ne connaît pas. Donc pour ces trois raisons, le docteur Mukwege préconisait d'utiliser d'autres outils et notamment de faire appel aux outils que ont les communautés depuis longtemps, c'est-à-dire notamment le chant, la danse et d'aller encore plus loin avec le sport, le yoga, le karaté. Nos deux cofondateurs étant danseurs, ça nous a tout de suite parlé. Donc on a décidé, l'équipe de l'époque s'est déplacée en 2017 à l'hôpital de Panzi. Et donc, pendant 15 jours, on a proposé des cours de danse aux femmes victimes de violences à l'hôpital de Panzi. Ce qui est intéressant, c'est que ces cours de danse, c'est juste avant des groupes de parole qui étaient animés par des psychologues. En faisant un bilan avec les psychologues à la fin de ces 15 jours, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pendant ces groupes de parole, les groupes de parole qui étaient juste après nos cours de danse, les femmes extériorisaient beaucoup plus facilement ce qu'elles avaient vécu et notamment les vécus traumatiques. Il y avait plusieurs raisons à ça, notamment parce qu'on parle dans cette conférence des enjeux de retrouver le chemin de la joie, et notamment parce qu'elles avaient
partager avant ensemble des mouvements, des pas, des rires, enfin voilà, des pas de danse. Et donc finalement, en créant ces moments ensemble, elles avaient créé communauté, elles avaient fait groupe. Et donc quand elles arrivaient dans des temps de groupe de parole, finalement, parler de ce qu'elles avaient vécu et notamment de l'enfer de ce qu'étaient les violences sexuelles en temps de conflit armé, c'était beaucoup plus simple. Nous n'avons pas vocation à vivre en République démocratique du Congo, donc on est retourné à Paris. Et là, pendant 1 an, on a décidé d'élaborer un protocole de soins, donc qui va allier des temps dansés et des temps de groupe de parole à destination des femmes victimes de violences sexuelles. On a travaillé avec un centre qui est spécialisé à Paris, médico-psychologique, qui est spécialisé sur les enjeux transculturels et notamment la thérapie communautaire intégrative. Et donc aujourd'hui, on propose des ateliers qui vont durer 2 heures pour les femmes victimes de violences. On va alterner entre des temps dansés et des temps de groupe de parole. Et l'idée, c'est qu'on peut accueillir maximum 12 femmes. On s'est aussi beaucoup questionné au départ, le docteur Sénat en parlait hier, sur les enjeux intersectionnels, de se dire qui finalement, dans les victimes de violences sexuelles, est le plus éloigné du parcours de soins et notamment de la prise en charge en santé mentale. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait plusieurs facteurs. Il y avait le fait déjà d'être victime de violences sexuelles, le fait d'être une femme, le fait d'être noire et le fait d'avoir également vécu un parcours migratoire. Donc, les premières personnes vers qui on s'est destiné à prendre en charge et à accompagner, ce sont des femmes noires victimes de violences sexuelles et qui ont vécu un parcours migratoire. C'est-à-dire qu'elles ont aujourd'hui vécu des violences sexuelles sur le territoire, leur territoire d'origine, donc souvent un pays africain, dans le parcours migratoire et dans le pays d'arrivée, donc là en l'occurrence la France. Donc aujourd'hui, on travaille avec 6 à 7 structures. Donc ce sont des organisations qui accompagnent individuellement les femmes victimes de violences. Donc ça va être une prise en charge sociale, psychologique, médicale ou juridique. Et nous, on vient vraiment en complément de cette prise en charge-là avec une prise en charge groupale. Ce qui fait aussi la force de notre thérapie, c'est on est vraiment dans cette complémentarité, on travaille en binôme. Donc, on a décidé d'avoir une personne professionnelle qui soit experte dans le recueil de la prise en charge, de la parole des victimes de violences sexuelles, et une personne qui soit experte dans la danse et dans comment amener du mouvement finalement dans le vécu traumatique des personnes. Donc aujourd'hui, on a accompagné 1500 femmes noires depuis 2019 qui ont été accompagnées par nos ateliers de recréation. Et en parallèle de ça, elles bénéficient toutes d'une prise en charge pluridisciplinaire médico-sociale en France. Donc on en parle beaucoup pendant cette conférence, notamment des enjeux académiques. Pour nous, c'était important d'avoir alors si on peut dire une validation, en tout cas une légitimité scientifique qui puisse se faire. Il y avait plusieurs raisons à ça, notamment parce que l'un de nos cofondateurs est docteur en économie et parce que pour nous, c'était aussi important qu'il y ait une méthode qui ait été créée par des personnes racisées à destination des personnes noires qui puisse être légitimée par le savoir académique. Donc c'est pour ça qu'on a tenu, on s'est pas mal battu. En France, c'est pas simple d'avoir des financements pour les recherches en sciences sociales, pour pouvoir financer cette recherche-action. Donc, on a intégré une doctorante en psychologie clinique dans nos équipes, ce qui est assez intéressant avec le modèle de la recherche-action, notamment pour des organisations comme la nôtre avec des non-profit organizations, c'est que finalement, l'équipe de direction et notre doctorante ont établi une méthodologie qui était ambitieuse et qui était claire, mais qu'on a dû totalement réadapter aux réalités de terrain. Et ça, c'était très intéressant, notamment en réalité de terrain de personnes et de femmes noires ayant vécu des violences sexuelles et ayant vécu un parcours traumatique. Je m'explique, c'est-à-dire que quand on propose notamment des entretiens de recherche à des personnes, qu'on leur dit, voilà, là, on vous voit aujourd'hui à T0, on va vous revoir dans 6 mois, on va vous revoir dans 1 an. C'est beaucoup plus compliqué à mettre en place avec les femmes que nous, on accompagne, c'est-à-dire des femmes qui viennent d'arriver en France, qui n'ont ni toit où dormir, qui ne savent pas où manger. Et donc, comment on fait en sorte d'avoir une recherche qui puisse être adaptée à ce terrain. Et en même temps, on a besoin de données par rapport à ces enjeux qui sont la migration. Donc, c'est tout le travail qu'on a fait. Il y a eu des réalités, du coup, nos échantillons ont dû être un peu revus à la baisse. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a une recherche qui est assez, on va dire, qui reflète bien la réalité du terrain. Donc, on a publié
excusez-moi, notre premier article en 2023 qui a été publié dans l'European Journal of Psychotraumatology, donc sur les effets de la danse-thérapie. Donc dedans, on a pris en compte la danse comme thérapie et la danse mouvement-thérapie chez les adultes ayant vécu des traumatismes. Donc c'est une revue de la littérature. On a eu cette année un deuxième article scientifique qui a été publié dans l'évolution psychiatrique. Donc là, on parle un peu plus des violences sexuelles, traumatismes et mentalisation, étude de la dynamique psychique du cas d'Hélène. On a 2 autres articles qui sont en train d'être soumis à publication et cette soutenance de thèse qui devrait arriver en fin d'année. Donc, sur cette revue de la littérature, on a analysé plusieurs thématiques et donc on a sélectionné 15 articles dans tout un échantillon de pas mal d'articles et dedans, il y a plusieurs thématiques qui sont ressorties, qui sont assez pertinentes et intéressantes pour nous. Il y a notamment le fait que la danse-thérapie va mettre le corps en mouvement. Donc, ce qui a été très important pour nous parce qu'elle va améliorer pour le coup les mouvements, la perception et on va dire tout ce qui va être sensoriel. Donc pour nous, c'est important parce que c'est comment se reconnecter et permettre aux femmes noires victimes de violences sexuelles de se reconnecter avec leur corps, notamment quand il y a l'enjeu des violences sexuelles où elles ont été meurtries dans leur corps. On pense très peu, notamment dans les prises en charge des victimes de violences sexuelles, à avoir un accompagnement corporel après avoir été meurtrie dans sa chair. Il y a également la danse-thérapie, elle va également mobiliser les facteurs psychologiques individuels. Donc ça va être l'identité, les émotions, la santé mentale ou les symptômes de psychopathologie. Donc l'enjeu, c'est vraiment ce qu'on voit avec nos ateliers, c'est vraiment de voir que nos ateliers de danse comme thérapie permettent aux femmes à la fois de se sentir mieux, de diminuer aussi tout ce qui va être, d'améliorer le sommeil et donc du coup de diminuer tout ce qui va être des facteurs d'anxiété, de dépression, les douleurs chroniques et les addictions. Ce qu'on a aussi remarqué, c'est que la danse-thérapie, elle va améliorer les capacités relationnelles entre les participantes. Ça, c'est assez important parce que ça va permettre à la fois de comment recréer des relations, ce qui est assez intéressant sur des personnes qui ont un parcours migratoire et donc il y a tout à recommencer dans un nouveau pays. Et en même temps, comment refaire confiance et comment aussi poser ses limites à la fois verbalement et corporellement. Et on sait à quel point c'est important quand on parle de victimes de violences sexuelles. Ce qu'on remarque aussi, c'est que la danse-thérapie, la forme du groupe est aussi importante. Donc l'intervention groupale est aussi importante parce qu'elle permet un lieu sécuritaire et sécurisant pour les bénéficiaires. Donc elles vont pouvoir comme ça se confier beaucoup plus facilement et ça va permettre aussi de créer des connexions. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que ça va améliorer la santé générale des bénéficiaires. Et ça, c'était ça pour nous qui était important. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va améliorer tout ce qui va être sommeil, tout ce qui va être maladie chronique. Et on le voit au fur et à mesure. L'enjeu pour nous, c'est comment on fait en sorte que les femmes, elles puissent être de plus en plus régulières à nos ateliers. Sur le deuxième article, ce qu'on a remarqué, c'était que, ce qui a été mis en évidence, c'était que la relation au thérapeute était vraiment primordiale. Aujourd'hui, donc, on propose des ateliers donc en co-animation. On en propose 3 à 4 par semaine dans différentes structures d'Île-de-France. Et donc, ce qu'on propose, c'est un accueil, par exemple, inconditionnel aux femmes. C'est-à-dire qu'elles peuvent arriver, on a 2 heures d'atelier, elles peuvent arriver quand elles veulent à nos ateliers. C'était important de mettre ce dispositif en place parce qu'on s'est rendu compte que notamment dans des questions de survie avec des personnes en situation de migration, il y a des rendez-vous à la préfecture, des rendez-vous pour des papiers qui vont être forcément plus importants que notre prise en charge. Et donc ça, on le prend totalement en compte. Il y a une libre participation. C'est aussi important, ce qui met aussi en évidence qu'elles peuvent venir quand elles veulent. Nous, c'est vraiment un des facteurs qui est intéressant, c'est de voir quand elles commencent à se saisir, à venir régulièrement, ça veut dire que ça y est, on a gagné, il y a quelque chose qui s'est créé. Et ensuite, le lien de confiance et la confidentialité. Ça, c'est vraiment important, la confiance au travers des thérapeutes, mais là où aussi on se dit qu'on a gagné, ou en tout cas on est sur un chemin de reconstruction, c'est quand elles arrivent à créer des connexions entre elles. Ça, c'est vraiment important pour nous. On met en place d'autres événements après à côté, notamment des sorties artistiques et autres. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'on n'était pas expert. Moi, je suis née en France, je n'ai pas l'expérience et le vécu de la migration. Par contre, elles, entre elles,
elles peuvent se donner des clés de compréhension, des grilles de lecture. Et donc, comment leur créer des espaces où elles puissent se sentir bien, à la fois pour partager des mouvements, parfois pour partager des musiques qu'elles n'ont pas écoutées depuis le pays et pour danser avec des danses traditionnelles, et en même temps pour leur permettre de pouvoir partager des stratégies, comment on évite tel ou tel voilà, professionnel qui peut être soit violent ou soit maltraitant et autres. Donc, les différentes recommandations sur la partie académique et de recherche, ça serait de faire d'autres recherches qualitatives et quantitatives et d'explorer un peu plus le registre émotionnel avec des caractéristiques notamment sur le mouvement et les troubles de la santé mentale associés au traumatisme. On a aussi énormément de questions sur le lien aussi avec la musique, donc je pense que ça sera quelque chose à creuser au fur et à mesure. Et sur la partie terrain, c'est de pouvoir assurer à la fois la stabilité des interventions, donc tout ce qui va être espace, temps et lieu. La qualité du groupe aussi est importante. Quel groupe on propose, comment on le propose. Moi, je vois, j'ai des ateliers avec des femmes nigériennes qui ont été victimes de traite, de trafic sexuel et de traite d'êtres humains. C'est important qu'elles puissent être entre elles. Déjà parce que c'est un atelier qui est anglophone et parce qu'elles ont des vécus qui sont similaires sur plusieurs aspects. Et donc, finalement, leur laisser cet espace-là. Et bien entendu, de faire attention à l'état psychologique des patientes. Ce qui est aussi important pour nous, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, de travailler en partenariat avec les autres structures, puisqu'on sait que si jamais on sent qu'elles ne vont pas bien, elles peuvent avoir un accompagnement à côté individuel. Donc, pour conclure, dans nos 2 études scientifiques, l'examen de la thérapie par la danse en tant que traitement de traumatisme dans une population adulte, on s'est principalement concentré du coup sur les femmes noires et les femmes qui sont confrontées à la migration. La danse, c'est vraiment un outil thérapeutique particulièrement adapté dans la prise en charge de la santé mentale et notamment sur la prise en charge du traumatisme complexe chez les femmes noires. Ce qu'il faut quand même, c'est que les ateliers soient pratiqués de façon régulière et qu'ils s'inscrivent dans un parcours de prise en charge pluridisciplinaire de type médico-socio-psychologique. Merci à vous tous et à vous toutes. Bonjour, merci pour votre intervention. J'ai trouvé ça fantastique. Moi-même, je suis formée en thérapie par les arts dramatiques. Donc, je me connectais sur ça. Moi, j'avais des questions techniques pour comprendre, par exemple, quand vous dites co-animation, donc il y a 2 animateurs, est-ce que, parce qu'au début, dans la construction, vous avez parlé comme d'un psychologue, puis vous avez parlé des danseurs, est-ce que là, c'est comme ils suivent un protocole? Donc, si c'est dans ce cas, est-ce que vous êtes dans un état où est-ce que vous formez des animateurs et est-ce que ces animateurs, ici au Québec, par rapport à la thérapie, la psychothérapie, il faut des types ou des formations où vous avez développé votre propre comme formation et donc vous formez des thérapeutes, juste comprendre comment ça fonctionne. Oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup. Pour cette question, parce qu'on est justement en train de développer notre formation. Notamment, c'était aussi l'enjeu à la fois d'avoir notre expertise depuis 2019 et aussi avec cette recherche-action et ces articles scientifiques. Donc là, on a la première formation, enfin la première promotion qui va commencer en janvier. Là, l'enjeu, c'est d'abord de former sur Paris et ensuite, effectivement, de pourquoi pas étendre ça à la fois en France et à la fois, pourquoi pas, à l'international. Effectivement, c'est de former à notre protocole. Donc, notre protocole, il implique d'avoir 2 professionnels qui puissent co-animer. C'est aussi tout un enjeu de comment finalement on travaille ce binôme-là, de comment on est capable à un moment donné d'être en lead sur une situation et sur un temps, et comment on est capable à un moment donné d'être un peu plus en recul et d'être juste en backup de l'autre personne qui anime. Il y a une autre question? Allez-y. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'ai travaillé à la table de concertation sur les réfugiés et migrants à Montréal, qui a fait un projet de recherche sur les violences sexuelles dans le parcours migratoire de femmes. Et une des questions qu'on essayait d'observer, c'était les services qui étaient disponibles pour elles dans leur pays d'arrivée. Comment les femmes vous rejoignent? Non, c'est une très très bonne question. Alors on est beaucoup en lien. Ça a été tout un travail qu'on a fait en 2018-2019. C'était de se dire, ok,
On espère avoir une thérapie qui est efficace, mais surtout, on sait qu'il y a un très, très beau maillage associatif, notamment à Paris. Et donc, on sait qu'il y a des organisations qui travaillent depuis bien plus longtemps que nous sur cette thématique-là, qui accueillent les femmes. Et donc, il y a eu tout un travail de rencontre de chaque organisation. C'est ce que j'ai fait là. Moi, je suis arrivée dimanche à Ottawa. J'ai rencontré plusieurs organisations ici. Donc, il y a eu tout un travail de rencontre d'organisations qui prennent en charge des personnes victimes. Et voilà, et de travailler ensemble et de voir ce qui est possible de faire. Et nous, finalement, on s'insère toujours dans un parcours de soins qui est mis en place. Donc, on travaille toujours avec des associations. Et effectivement, en tout cas, c'est à peu près la même problématique en France. On parlait beaucoup des enjeux sur la question raciale, mais la question du traumatisme complexe et des enjeux de la prise en charge des traumatismes sur le parcours migratoire, c'est un vrai enjeu où il y a peu de formation. Nous, en France, il y a peu de formation à ces questions-là. Et il y a que quelques structures, nous, à Paris, je ne parle même pas de toute la France, mais à Paris, qui vont être spécialisées sur ces enjeux-là, alors qu'on s'approche parfois, pour certaines personnes, on s'approche plus de la torture que de violences sexuelles. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir une prise en charge qui soit adaptée. Et comment on comprend ça et quelles répercussions ça va avoir aussi sur la vie des personnes quand elles vont arriver en France. Et ça va d'autant plus, je pense, augmenter parfois l'incompréhension du système administratif et autres et les difficultés d'intégration. Allez-y. Oui, merci pour la présentation. Ma question, c'est juste savoir si votre programme continue à République du Congo. Alors, on essaye. C'est pas évident. Ça a été un de nos gros challenges et on espère pouvoir le poursuivre. À l'heure actuelle, non. On a dû faire des choix, notamment pour des raisons budgétaires, de se concentrer en France pour avoir une recherche et pour avoir un échantillon qui puisse être assez important en France et principalement pour des raisons financières. C'est un vrai enjeu. Ça a été un vrai enjeu de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on va privilégier, où est-ce qu'on privilégie. En habitant à Paris, logistiquement parlant, c'était plus simple pour nous de mettre en place cette thérapie à Paris. Aujourd'hui, on a un vrai enjeu de vouloir étendre la thérapie, mais encore, la question il y a beaucoup un enjeu de financement. La question des financements est vraiment compliquée. Comment on finance la formation? Nous, on est vraiment pour financer des personnes d'un point de vue local, donc pour financer des personnes en République démocratique du Congo. Mais faut-il encore y aller, pouvoir y accéder? L'Est est aussi... il y a toujours des problématiques d'un point de vue sécuritaire. Donc, on a voulu y aller en 2022. Il y a eu des soucis autour de Goma et de Bukavu. Donc, ce qui a repoussé d'autant plus notre déplacement. Donc, voilà. On espère, dans un futur proche, pouvoir les remettre en place.